Vous écoutez Tour d'horizon géopolitique, le podcast de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Je suis Yann Briand, j'accueille aujourd'hui Olivier Guillard. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Guillard, vous êtes chercheur associé au sein de l'Institut et également directeur de l'information chez Crisis 24. Merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter un petit peu aujourd'hui des problématiques autour des États de l'Himalaya. Les États himalayens coincés en sandwich entre la Chine et l'Inde, dont on parle assez peu. Faut dire ce qui est. Ce sont tout petits États, très peu peuplés, récents en plus d'un point de vue, enfin, toute proportion gardée, et qui ont le malheur souvent de servir de terrain d'affrontement pour dans le cadre des rivalités sino-indiennes, parfois élargies même aux autres acteurs régionaux, à l'occasion d'y revenir, et qui en fait cristallisent aussi beaucoup des problématiques régionales qui touchent vraiment le sous-continent indien, qu'on peut élargir évidemment à la partie ouest de la Chine. Donc, bon, il y a beaucoup à dire sur ces petits États qui, en plus, ont récemment, une fois n'est pas coutume, été dans l'actualité. On se souvient, dans le cadre de la mobilisation de la génération Z qui ont essaimé un petit peu partout, Maroc, Madagascar. Il y a eu un chapitre népalais on n'a pas mal parlé puisqu'il y a eu d'énormes violences quand même à Katmandou, tant des débordements au niveau des manifestants que de la répression extrêmement violente. In fine, tout cela a mené à la destitution, le départ de l'ancien Premier ministre Raghunath Prasad Sharma Oli, qui était, on va dire, à la tête d'une espèce qui était l'incarnation d'une forme de népotisme qui a cours dans le pays. On en a beaucoup parlé lorsque l'événement s'est produit. Finalement, qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il du Népal aujourd'hui? Et finalement aussi, est-ce que d'ailleurs la situation a un petit peu essaimé, parce qu'elle a fait tache d'huile chez les voisins du Népal, mais je pense également aussi au niveau de l'Inde. Est-ce que ce changement de régime en quelque sorte a eu un écho en Inde, voire ailleurs dans le sous-continent? Très bien, merci pour cette excellente question et pour cette opportunité de parler un petit peu de ces contreforts himalayens, pas toujours au centre de l'actualité dans le monde occidental. Alors, bon, que se passe-t-il aujourd'hui dans cette nation, donc sandwichée, comme vous le disiez, entre les géants chinois au nord et l'Inde au sud? Donc, nous avons eu cette mobilisation de la génération Z en septembre dernier, qui a accouché à l'issue pour revenir pour nos auditeurs rapidement, à l'issue de 2 jours de contestation et de répression au départ d'une des incarnations de la classe d'avant au Népal, à savoir donc des individus qui se sont relayés dans une mauvaise gouvernance pour échanger le poste de Premier ministre plusieurs fois en l'espace de 2 ou 3 décennies. Donc, des élections ont été organisées à l'issue de ce mouvement populaire. Préalablement, un gouvernement technocratique intérimaire avait été nommé, donc confié à une dame. C'était une première, une dame au curriculum vitae vierge de toutes mes actions, ce qui n'est pas si fréquent dans ce pays où la gouvernance alterne souvent entre le pire et le pire du pire. Cette dame et son administration intérimaire ont organisé et rétabli un certain fonctionnement normal des institutions et de l'ordre public en début mars et a accouché, entre guillemets, de ce scrutin national qui s'est déroulé dans des conditions de régularité, de violence très raisonnables. Donc le Népal est un pays où la violence politique est coutumier et on s'en émeut rarement, tant elle est généralement présente. Et à la sortie des urnes, donc, a été nommé une sorte d'ovni du paysage politique domestique népalais en la personne d'un ancien rappeur, un trentenaire encore, il est dans la fin de ses 30 années, Monsieur Shah. Donc c'est un ancien rappeur incarnant un petit peu ce que la génération Z et celles et ceux au Népal qui en avaient assez donc, de cette mauvaise gouvernance s'accrochant au pouvoir au prix d'une prédation de tous les instants. C'est un ancien maire aussi de Katmandou. Lors de son mandat d'édile, il a plutôt, lui et son administration, donc ont plutôt été crédités d'une une gouvernance et de résultats très convenables. Bref, donc cette génération Z et celles et ceux qui voulaient bouter hors des affaires, peut-être une bonne fois pour toutes, mais n'allons peut-être pas trop vite en besogne, donc cette classe fâcheuse de prédateurs et de mauvais gouvernants, est donc au pouvoir depuis la fin mars. Il est aujourd'hui dans les derniers jours de ce qu'il a appelé lui-même donc son programme de 100 jours, de son premier jour de son mandat.
Alors pour dresser un portrait, un panorama assez simple du Népal aujourd'hui, donc depuis que M. Shah a été nommé le Xème, j'ai perdu le compte, Premier ministre, donc depuis la fin de la monarchie en 2008 dans ce pays, donc pour l'instant, conserve une estime de la population très convenable. Donc son taux de popularité atteste que les gens ne l'ont pas élu pour rien et ne reviennent pas 3 mois plus tard sur leur bonne volonté printanière. Donc, Monsieur Shah, dont le programme politique et consistait en grande partie, était plutôt centré sur un squelette de priorités: lutte contre la corruption, rétablissement de l'ordre, fin du népotisme, rétablissement des grands équilibres macroéconomiques, pardon, de la nation, et révision de la politique étrangère avec un plus de parité entre les voisins, plus un certain nombre de réformes donc, touchant donc à la vie quotidienne, pardon, des Népalais, dont chacun sait que l'existence au quotidien est parfois un défi pour plusieurs millions d'entre eux. Bref, Monsieur Shah s'en sort pour l'instant relativement bien. Il y a des contestations populaires, mais d'une manière plus partisane entre guillemets que citoyenne. Vous évoquiez tout à l'heure donc l'ancien Premier ministre Oli, justement, il est ressorti un petit peu de son ornière ces derniers jours en essayant de se refaire une place dans la perspective d'un scrutin qui pourra intervenir à un moment ou à un autre, arguant que l'administration actuelle n'est pas une administration d'expérience et qu'elle s'y prend n'importe comment, ce que dément pour l'instant donc le premier bilan des 90 premiers jours. Des contestations populaires donc mesurées, le soutien de la population est encore acquis à Monsieur Shah, et donc justement son administration, il y a quelques jours, a déposé son premier, non pas bilan, mais projet de budget donc pour l'exercice 2026-2027. C'est pour l'instant la Banque mondiale qui a jeté un œil, a l'air de le trouver raisonnablement bien construit, et avec donc une répartition des priorités vers les pôles humains, socio-économiques, éducation, santé, financement des infrastructures et donc programme d'aide aux plus démunis, relativement bien, en tous les cas sans excès particulier. Donc le crédit, pour l'instant, domestique et extérieur sur l'exercice des 100 premiers jours ou presque du gouvernement actuel est plutôt à la flatteur pour les tenants de ce régime. Parmi les petites choses aussi que l'on peut évoquer, les relations donc avec les grands voisins, que sont Pékin et New Delhi, sans mépris pour les plus petits acteurs régionaux. Pour l'instant, donc évidemment, les New Delhi et Pékin, qui, ainsi que vous le rappeliez tout à l'heure, Johan, se partagent toujours, donc, entre guillemets, des velléités d'influence sur cet État tampon, d'une certaine manière, entre deux, ont essayé, avec des succès relatifs, de s'attirer les bonnes grâces donc, du nouveau Premier ministre, en cajolant son administration, en exprimant une volonté d'approfondir une relation économique, commerciale, stratégique plus aboutie l'un et l'autre. Donc l'administration Shah a été pour l'instant assez réceptive à cette bonne volonté, mais pour l'instant donc, ne se démarque pas particulièrement en choisissant son camp. Il y aura certainement un équilibre des choix de priorités stratégiques régionales dans le futur. Cependant, donc, ces derniers jours, ce qui donne un peu de piment à la vie politique népalaise. Je pense que c'était, peu importe, hier ou avant-hier, l'Assemblée nationale s'est un petit peu émue d'un projet du gouvernement consistant à revoir pour faire simple, certains pans de la frontière indo-népalaise. C'est toujours un sujet dans ce pays d'Asie du Sud, comme dans d'autres, extrêmement sensible, puisque la lecture de la souveraineté et des démarcations frontalières varie d'un individu à l'autre, et on touche aux fibres nationalistes, sinon existentielles. L'Assemblée nationale, donc, pardon, l'opposition à l'intérieur de cette Assemblée nationale s'est saisie du sujet. On dit, écoutez, il est hors de question que cela soit traité d'une manière cavalière, ce que ne prévoyait pas de toute façon l'administration Shah. Mais bref, ça donne un prétexte à l'opposition pour exister et se mobiliser sur la scène domestique, montrer à leurs électeurs qu'ils n'ont rien perdu de leur voracité et de leur velléité de retour éventuellement dans le premier plan de l'actualité politique nationale. Donc l'Inde a laissé entendre qu'elle était prête à discuter de ce genre de choses, mais à tête reposée et sans intervention extérieure, sans médiateur extérieur. Ce qui va certainement alimenter quelques échanges entre New Delhi et Katmandou en fonction de qui sera disposé à faire quoi et selon quel calendrier, bien entendu. Enfin, il y a quand même une constante, parce que je reprends un petit peu tout. Là, il y a cette question de projet frontalier donc, qui va nécessiter nécessairement d'entrer en négociation directe avec l'Inde.
même pour la question finalement du budget, vous évoquiez beaucoup d'investissements en substance, compris sur le plan des infrastructures, enfin, des fois des bailleurs de fonds. La Banque mondiale est peut-être plutôt favorable pour le moment, mais sans doute que la Chine et l'Inde voudront aussi participer à cette logique financière. Et puis même là, au-delà de ça, je me disais, il y a quand même aussi des points communs intéressants avec le Bangladesh, qui a eu une trajectoire un peu Bien sûr. similaire avec des technocrates et une figure voilà, anti-système, mais qui s'est démarqué non pas par une verve très très populiste, mais plutôt avec l'idée voilà de reconstruire quelque chose. Donc et là encore, hein, je pense qu'il est difficile de d'imaginer que la situation, enfin, a évolué de la manière dont elle a évolué sans évidemment prendre en compte le contexte avec le poids indien et le poids chinois. Donc finalement, je me demande est-ce que dans quelle capacité, en fait, l'influence de l'Inde et de la Chine se manifeste-t-elle vis-à-vis de ces acteurs-là? Est-ce que c'est uniquement dans des questions vraiment internationales, donc voilà, la question des frontières, la question des alignements avec l'un ou l'autre, ou bien est-ce qu'on est vraiment sur une ministre tutelle? On n'en est pas là, je pense, mais en tout cas, est-ce que vraiment l'Inde et la Chine sont partie prenante, évidemment, dans l'essentiel, en fait, des éléments qui touchent normalement à la souveraineté de ces États-là? Alors, je pense à l'Himalaya, mais je pense même associer le Bangladesh à la réflexion. Il est pertinent de se poser un petit peu cette problématique, dans la mesure où il n'est pas un instant, certainement, ou pas un acteur népalais qui ne subissent pas, enfin, le camp royaliste, comme les partis anciens marxistes, les léninistes, les maoïstes, les pro-démocrates et les réformateurs, chacun donc, de ces partis a été sondé à un moment ou à un autre ou à coquiner, ou reçu quelques interlocuteurs quand il ne s'agit pas de choses un petit peu plus matérielles, de la part tant de l'Inde que de la Chine. La Chine entretient un réseau on va plutôt dire, on va être plus poli, un faisceau donc d'entre-gens dans ce pays qui est considérable. L'Inde en fait tout autant, mais avec une antériorité et aussi, surtout des liens religieux, culturels, humains et économiques, donc qui donnent à l'Inde généralement une antériorité ou une supériorité ou une avance sur le voisin chinois jusqu'à un certain point. Ce facteur indien ou chinois dans le cours des affaires de domestiques népalais est à la fois donc une solution et une solution, une remède, ou simplement donc un poison pour la stabilité de ce pays, puisque chacun se présente en disposant de plus ou moins de leviers plus ou moins crédibles pour dire, écoutez, oui, je peux faire quelque chose, ou alors le concours de Pékin serait le bienvenu et nécessaire. Et lorsque donc ce concours pékinois est refusé, eh bien, on se tourne volontiers vers l'Inde en faisant mine de croire que les Chinois sont à une petite demi-seconde d'apposer leur paraphe au bas d'un contrat ou d'un traité. Donc tout le monde joue de cela et on pourrait penser que les choses peuvent être foncièrement négatives. Elles le sont lorsque le curseur se place donc au détriment d'une rationalité ou d'une sorte d'équilibre ou d'équité entre ces trois acteurs. Lorsque, par exemple, un gouvernement se dit, il y en a eu dans un passé récent, pas forcément très pro-New Delhi, ou l'inverse, pas forcément pro-Pékin. On croit penser, d'une manière un petit peu, peut-être encore un petit peu hardie, puisque le système est nouveau et l'observation des 3 derniers mois ne peut pas nous donner la totalité des enseignements à tirer, mais on a coutume de penser, on discutait de ces questions il y a quelques semaines avec une ambassade occidentale en France ayant de gros intérêts dans ce pays d'Asie du Sud, que l'administration actuelle va jouer normalement, intelligemment, donc de cérébrité, d'influence et de cette course à la prééminence dans cette ancienne monarchie hindouiste népalaise, en expliquant que le Népal est certes un petit pays à la merci de ses voisins, mais aussi ayant beaucoup à leur offrir, et qu'on peut offrir ou partager ou profiter de certaines choses. Vous évoquiez des éléments tout à l'heure, Johan, expliquant que tout cela sortait largement du cadre de l'Himalaya et même de l'Asie du Sud, hein. On pense aux conséquences du réchauffement climatique sur l'Himalaya, donc sur le Tibet voisin, et ses conséquences en termes sur la question hydrique pour l'ensemble du sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est, avec les fleuves donc partant du Tibet, transitant pour certains à côté du Népal ou par le Népal, enfin bref, tous aussi. Ces thématiques-là sont des éléments qui sont a priori plus intelligemment que par le passé, probablement parce qu'on est dans un changement de culture si la chose se perdure un petit peu, euh,
où Katmandou et ses nouveaux dirigeants sont capables, entre guillemets, d'argumenter avec un petit peu plus de poids de crédit, en étant aussi moins, si on peut être grossier, corrompus ou sensibles aux espèces sonnantes et trébuchantes, donc pour tirer un petit peu profit de cette course à l'influence, en expliquant aussi que le cadre multilatéral ou d'autres acteurs, proposeurs d'aide unilatérale, pardon, asiatique, je pense notamment au Japon, qui a des intérêts non négligeables dans ce pays. Bref, normalement, il est probable que, sauf mauvaise nouvelle, aux fuites en avant ou bref au désespoir soudain du gouvernement néo-citoyen népalais, que l'on ait une configuration un petit peu plus propice pour le Népal, pour sa population qui en a bien besoin, que cette configuration régionale où New Delhi marque à la culotte ce que Pékin fait, et Pékin pendant ce temps-ci essaye d'anticiper sur le prochain coup, donc ou sur la prochaine marche ou le prochain déplacement des officiels indiens pour les devancer de 24 heures. Donc en soi, ce sont des dossiers à observer de près, en particulier prioritairement évidemment pour les Népalais, mais il y a certainement moyen de tirer un peu plus intelligemment que lors des gouvernements, que sous les gouvernements précédents. On peut en remonter sur une vingtaine d'années, où les curseurs étaient trop marqués en direction donc d'une des deux capitales qu'on a mentionné à diverses reprises depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, il est probable que nous avons un gouvernement au Népal qui reste encore une fois encore à trouver sa véritable légitimité et autorité dans le paysage domestique et régional himalayen, jouant avec un petit peu plus de bon sens, en ayant l'intérêt national en tête. Ça n'a jamais été le cas pratiquement depuis 20 ans à Katmandou, pour profiter de la configuration du moment, en évitant simplement de recueillir que les écueils. Évidemment, tout cela reste soumis à la pérennité, à la stabilité et à la durée de vie de ce gouvernement. On ne peut jamais en préjuger Oui, au Népal, évidemment. bien sûr. Oui, donc il y a une carte à jouer quand même, parce que là, vous évoquez la question justement de l'eau. Alors c'est un enjeu majeur pour le sous-continent indien. Également la question de la gestion aussi, enfin de la manière dont le cadre est en train d'évoluer. Alors bon, la Chine a déjà construit énorme, le plus gros barrage du monde avec les Trois Gorges. Maintenant, il va reconstruire le plus gros barrage du monde. Et au-delà de ça, il y a la question aussi de la révision du traité de l'Indus, consécutivement en fait à l'escarmouche, on va dire, entre l'Inde et le Pakistan, qui montre à la fois que les acteurs sur place sont quand même en capacité, enfin, sont quand même suffisamment sûrs de leur force pour pouvoir réviser ces traités-là, modifier le cadre, et en même temps que ils ne voient aucune difficulté à utiliser la question de l'eau à des fins d'arbitrage dans des rivalités et des conflits géopolitiques, on va dire relativement, enfin qui concernent avant tout en fait les problématiques entre les États. Sachant que, comme vous l'évoquiez plus tôt, là-dessus se rajoutent aussi les problématiques de température, de gestion de l'eau, de salinité, d'accroissement de la salinité. Enfin bref, il y a pas un été où on n'a pas qu'il fait 50 degrés en Inde ou au Pakistan. Bon, il y a beaucoup de problématiques associées à ces questions-là. En substance, je me demandais justement, est-ce que conjoncture actuelle du Népal, des États de l'Himalaya au sens large, leur permet d'être autre chose qu'une variable d'ajustement, en fait, dans la manière dont l'Inde et la Chine vont finir par négocier cet élément-là. Parce que on est dans une phase quand même de diminution des tensions entre l'Inde et la Chine. Les problématiques ne sont pas résolues, loin de là, mais les deux acteurs, pour l'instant, sont d'accord pour mettre ça de côté. Il y a un moment où ça risque de revenir sur le devant de la scène, ne serait-ce que parce que c'est un prétexte facile pour pouvoir justement arbitrer les tensions qui surgiraient dans d'autres secteurs, d'autres éléments. Donc, in fine, voilà, est-ce que, certes, on a un gouvernement népalais qui est, on va dire, efficace, toute proportion gardée, mais en tout cas plus que ce qui a été jusqu'à présent. On a peut-être une volonté un peu plus ferme de vouloir peser dans ces discussions-là, ne serait-ce que parce qu'il y a peut-être un sens plus aigu de l'intérêt de la chose publique, mais in fine, on reste quand même sur des questions simplement de rapport de force et de puissance. Est-ce que, Bien sûr. voilà, ces États-là auront un jour, un moment, leur mot à dire dans cette histoire-là? Écoutez, Johan, là encore, on en saura davantage d'ici quelques mois et quelques années, mais je reste malgré tout réservé sur le poids, évidemment, qu'une exsangue, éreintée Katmandou
pourrait opposer comme discours concordant ou divergent à New Delhi, donc capitale indienne, et aux autorités chinoises de l'ex-empire du Milieu. Il faut être très honnête, je pense que, une fois encore, sans se montrer trop hardi, et sans se montrer prétentieux ou voulant dispenser des conseils gratuits là, depuis Paris, donc au nouveau gouvernement de Katmandou, mais il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement actuel, pas plus que du prochain, moins encore certainement que du dernier, de se montrer non plus trop, entre guillemets, entreprenant ou trop agressif au sens diplomatique du terme, sur les dossiers qui risquent pour ce pays, une fois encore, qui est totalement dépendant pour 100% de son existence littéralement, du bon vouloir d'une certaine mesure de ses deux voisins. Donc le levier de Katmandou vis-à-vis de Delhi et de Pékin, aussi bien intentionné et technocratique, est probablement infiniment plus propre au sens politique du terme que ses devancières, donc vis-à-vis du voisin du Nord, du voisin du Sud, reste extrêmement ténu. Et essayer de surjouer certainement le discours nous existons, nous sommes représentés nous aussi à l'Assemblée nationale des Nations Unies et nous avons un droit, il faut respecter notre souveraineté, etc., 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 se paierait certainement au prix fort à terme, surtout dans une logique de reconstruction du paysage politique népalais où les éléments du puzzle de l'ancien régime ont tous sauf abandonné l'idée de revenir à un moment ou à un autre au pouvoir, donc sont instrumentalisés probablement depuis les résultats du scrutin dernier par les voisins en disant, écoutez, de toute façon, on ne vous oublie pas, vous restez toujours des amis de tatati tatata, on veillera sur vous et nous reprendrons langue lorsque vous reviendrez éventuellement à l'Assemblée nationale, puis aux affaires plus tard. Donc, on ne peut pas surjouer même la bonne volonté ou le sentiment de faire prévaloir pour une fois l'intérêt national et la bonne gouvernance sur le décorum un peu plus opaque habituel. C'est, je pense, une fois encore, se fourvoyer malheureusement sur les possibilités des uns dans ce rapport de force qui est. On est dans des logiques d'échelles qui n'ont tellement rien à voir l'une avec l'autre. Donc c'est triste, entre guillemets, comme constat, mais je ne miserai pas non plus sur trop à moins d'avoir une fois encore une configuration exceptionnelle avec des leaders brillants, assistés, conseillés au mieux et bénéficiant donc d'une empathie et de bonne volonté extérieure, faisant donc un miracle dans ce royaume, enfin pardon, dans cet ancien royaume hindouiste. Je pense que raison garder et se contenter probablement d'avoir des discours mieux construits et des politiques un peu plus clairvoyantes, équilibrées, est probablement ce que l'on peut attendre raisonnablement au Népal. Vous évoquiez le cas du Bangladesh aussi, de la configuration n'est pas si différente aussi, où les contraintes imposées par la géographie et la présence d'acteurs régionaux infiniment plus influents, puissants, et à qui on est redevable de mille choses, donc limite dans une grande mesure évidemment les possibilités de faire, et au-delà même de ce qu'exigerait une population qui est souvent évidemment dans l'attente, c'est normal, c'est la première à être dans le dénuement et dans la tristesse face aux carences, mais qui ne peut pas, seule volonté obtenir du gouvernement qu'elle remette en cause parfois des logiques politiques étirées sur des décennies, sinon davantage. C'est évidemment illusoire de trop en attendre. Bien sûr, d'autant qu'en plus, j'imagine pas la communauté internationale réagir de quelque manière que ce soit. On parle déjà mourir pour Staline, c'est compliqué. Alors, se fâcher avec la Chine pour Katmandou, je pense que même avec New Delhi, ça reste d'être loin. Alors, mais il y a un élément quand même qui m'interroge, c'est on est, comme vous l'avez dit, sur des échelles voilà, qui sont totalement disproportionnées. Mais il y a quand même une valeur symbolique, faute de meilleurs termes, associée au Népal et puis au Bhoutan également, dans tout le contexte plus large du Tibet et de la pensée, ce que j'appelle la pensée tibétaine, au sens très large. Voilà. Donc je disais, les tensions entre la Chine et l'Inde se sont quand même apaisées, même si les problèmes ne sont pas résolus. Est-ce que c'est un levier toujours important vis-à-vis de l'Inde, tant dans son rapport de force avec la Chine que justement, est-ce que c'est qu'il y a une monnaie d'échange pertinente, cette valeur symbolique qu'ont ces deux États dans leur rapport avec l'Inde aussi? Est-ce qu'il y a un peu une espèce d'idée de se dire que, in fine, peu importe ce qui se passe, l'Inde, en quelque sorte, ne laissera pas disparaître et ne peut pas non plus consciemment aller jusqu'à nous mettre complètement sous tutelle. Enfin voilà. Est-ce que c'est un bouclier suffisamment efficace, d'autant qu'en plus le Dalai Lama vieillit et va aboutir dans les prochaines années,
plus longtemps possible, mais en tout cas une phase de succession avec ce que ça implique en termes de tension de désignation entre la Chine et processus, on va dire, institutionnalisé au sein du bouddhisme tibétain. Donc voilà, sur cette question-là, on en parle très peu, on n'en parle plus vraiment du Tibet. C'est fort de la Chine aussi, en côté payant dans ce sens-là, mais voilà, on sera, je pense, amené à en reparler lorsque l'actu du Dalai Lama disparaîtra. Donc voilà, est-ce qu'il y a une fenêtre propice qui serait donc conjoncturelle, ou bien est-ce que d'un point de vue long terme, c'est aussi toujours quelque chose qui pèse dans le triangle, on va dire, Himalaya, Chine, Inde, et à quel point en fait? Vous évoquez à point nommé un petit peu cette thématique, puisque regardez, nous sommes début juin. Dans 1 mois et 2 jours pile se terminera la célébration de l'année de la compassion pour les Tibétains. Donc, nous avons commencé le 5 juillet de l'année dernière, donc à célébrer le 90e anniversaire de la naissance donc, du Dalai Lama, du 14e Dalai Lama. Et donc, ce sont des réjouissances qui se prolongent au Tibet et au sein de la communauté tibétaine donc pendant un an. Donc nous arrivons au terme de bientôt au terme de ces célébrations, commémorations, manifestations, appelons ça comme on veut. Et de fait, effectivement, nous avons, et je vous rejoins complètement, Johan, en disant que évoquer les problématiques ou les thématiques tibétaines dans l'actualité internationale, ce sont des faits qui sont de plus en plus rares. La Chine a bien œuvré pour que les choses en soient ainsi depuis une petite quinzaine d'années, que l'on parle de moins en moins ce qui plus est, donc, ou alors sous un angle plus pro-chinois qu'autre chose, donc des thématiques tibétaines. Le Tibet, le Népal, l'Inde et la Chine sont effectivement donc assemblés dans une sorte de Rubik's Cube géopolitique, culturelle, politique et sécuritaire d'une manière permanente. Le Népal, que nous évoquions donc ces dernières minutes, a une importante communauté de réfugiés népalais présents sur son territoire depuis la fin des années 60, sur lequel Pékin, d'une manière assez visible et assez importante ces dernières années, pèse de plus en plus sur les autorités, donc sur leurs homologues népalaises, en disant nous vous intimons l'ordre de vous montrer moins sensible donc, aux arrivées de réfugiés népalais de réfugiés tibétains quittant les hauts plateaux pour venir se réfugier au Népal, donc c'est une terre d'accueil traditionnelle depuis la fin des années 50, et pour éventuellement nous donner des tuyaux sur les filières, etc. Donc déjà, Katmandou est depuis longtemps sous l'emprise, entre guillemets, du discours sécuritaire chinois vis-à-vis des Tibétains, en disant soit vous nous aidez, entre guillemets, à minimiser leur capacité de nuisance en termes d'opposition chez vous, ou d'une manière ou d'une autre, on ne vous aidera pas spécialement. D'ailleurs, je pense que la plupart des dispositifs de surveillance qui s'installent peu à peu dans le paysage népalais aussi, dans la capitale Katmandou notamment, donc sont de conception made in China très probablement. Bref, donc sur ce, l'Inde se positionne très différemment évidemment, vis-à-vis de la question tibétaine. L'Inde a soutenu dès le premier jour, enfin, l'Inde accueille sur son sol depuis 1959 donc le Dalai Lama, qui lui, toutes les semaines, qui s'est gré donc, au gouvernement indien de se montrer aussi généreux en termes d'accueil, en termes de compréhension et en termes de mise à disposition de moyens divers et variés auprès de l'importante communauté tibétaine qui a essaimé donc, dans diverses parties du pays. Et l'Inde a été parmi les premiers gouvernements à dire oui, cher Dalai Lama, nous vous avons entendu, donc lors de votre discours célébrant votre 90e anniversaire, vous vous annonciez que la désignation de votre successeur, donc une fois que vous nous auriez quitté, se fera conformément donc aux principes et à la coutume bouddhiste lamaïste tibétaine, à savoir donc que c'est un processus qui est géré, appelons ça ainsi, et mis en musique uniquement par les autorités tibétaines, donc le gouvernement tibétain en exil et les représentants du Dalai Lama, et non par une puissance extérieure qui prétendrait elle aussi avoir des droits sur la désignation de votre successeur réincarné. Donc le Tibet reste dans une très grande mesure, pour les points que l'on vient d'évoquer, une épine considérable, sinon la plus considérable dans le jeu bilatéral sino-indien. Les Chinois, enfin, les autorités chinoises sont toujours fâchés à l'idée de considérer que leurs voisins du Sud, la plus grande démocratie du monde, abrite ce que les Chinois disent être
Donc, une clique de tibétaine avec un individu donc drapé dans des draps de moine, mais ça on va être plutôt un loup. Donc, on parle de sa sainteté, le Dalai Lama en ces termes à Pékin, ce qui est évident. Donc, tout sauf une réalité. Et c'est une une des plus grosses grossièretés qu'on puisse lui faire. Au même titre que la Chine lorgne sur une partie du territoire indien dans le nord-est du pays, donc dans l'état de l'Arunachal Pradesh, que les Chinois appellent le Tibet du Sud. La question tibétaine est le levier avec donc ces préoccupations, ces divergences pardon, d'interprétation de frontières et de souveraineté, ce qui à tout moment peut faire dérailler à nouveau les relations entre New Delhi et Pékin que vous évoquiez être sous un jour de décrispation depuis quelques mois. Vous avez parfaitement raison, Yuan. C'est toujours pareil. Si l'on se fiait donc aux bonnes volontés exprimées dans les discours de Pékin ces dernières dizaines d'années, le monde serait donc un monde d'une tranquillité, d'une équité et d'une empathie formidable. Or, donc, les manifestations récentes de bonne volonté de Pékin à l'égard de l'Inde valent uniquement ce qu'elles valent au moment où elles sont dites. Et moi, je les mets toujours, donc, ainsi que beaucoup d'observateurs, dans une logique uniquement conditionnelle et temporaire, susceptible, sans aucun préavis, de devoir subir un vent mauvais le lendemain. Donc, effectivement, dans cette logique-là, le Dalai Lama, donc, il y a bientôt un an, a fait un pied de nez donc incantatoire lorsqu'il a rappelé que ce n'était pas à la Chine, encore moins un gouvernement athéiste communiste de Pékin, de considérer qu'il est de son droit de nommer donc une autorité religieuse tibétaine, bouddhiste, lamaïste, ce qui fait relativement sens. Et le Dalai Lama expliquait en substance aussi qu'il était encore en parfaite santé, qu'il se voyait encore probablement donc vivre et mener en tous les cas, d'un point de vue spirituel, la communauté tibétaine, locale, régionale et expatriée, donc encore plusieurs dizaines d'années. Le Dalai Lama se voit vivre jusqu'à 130 ans, ce qui évidemment ne fait pas spécialement rire les autorités chinoises, mais elles ne peuvent pour l'instant que, entre guillemets, que prendre acte de cette incantation. Dans cette logique-là, ainsi que vous le disiez, Yoann, rappelé il y a quelques instants, fort opportunément, parmi les poudrières, ou à défaut de poudrières, pardon, parmi les étincelles qui peuvent à tout moment reprendre et donner lieu, en ces périodes de réchauffement climatique, à des catastrophes naturelles d'ordre des incendies embrasant donc diverses régions hautes, la question n'est pas lèse, la question de la succession, des conditions de la succession du Dalai Lama, la gestion des eaux, entre guillemets, découlant les 5 des 7 plus principaux fleuves d'Asie, prennent leur source au Tibet. Donc, qui détient, entre guillemets, une souveraineté ou une territorialité ou l'autorité sur le Tibet, contrôle en amont, c'est la meilleure définition qu'on peut, le droit, entre guillemets, ou en tous les cas, une mainmise sans pareil sur les ressources en eau douce de l'Asie. Donc, on découle, entre guillemets, vers le sous-continent indien et vers l'Asie du Sud-Est, donc les conditions de vie au quotidien pour l'agriculture, pour le fonctionnement de l'économie et autres, de plusieurs centaines de millions d'individus. La Chine, entre guillemets, au Tibet, a plusieurs, nos auditeurs seront certainement peut-être un petit peu surpris de l'apprendre, mais a plusieurs dizaines de projets pharaoniques, soit déjà en place, soit dans les cartons, soit en cours de développement. Lorsque vous mettez en place des barrages hydroélectriques, c'est pour générer de l'électricité, mais c'est aussi pour, évidemment, juguler le flux, enfin le cours de l'eau, et l'utiliser à sa guise. La Chine utilise une grande partie de ses capacités d'ingénierie hydroélectrique pour produire de l'électricité, bien entendu, donc ça en soi c'est plutôt louable, mais également pour détourner le cours des fleuves et au prix d'une fois encore de travaux pharaoniques incroyables sur plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de kilomètres, exploiter cette eau donc dans une partie plus asséchée du territoire chinois, à des milliers de kilomètres de la source. Donc cette question de l'eau que l'on évoque là et que l'on évoquait tout à l'heure, donc de tout cas on parle comme d'une bombe hydrique, la bombe de l'eau, une arme hydrique qui serait, en cas de tension très forte, on ne sait jamais, la Chine et l'Inde se sont affrontées à diverses reprises, hein, dans un conflit en 1962, mais plus récemment, donc, au début des années 2020, dans une partie territoriale un petit peu confinant entre le Tibet, la Chine et l'Inde, rien n'interdit de penser que dans le futur, ce levier de la mainmise sur l'eau jouera au détriment probablement
des pays aval, notamment l'Inde, mais également le Bangladesh, et donc pour les autres fleuves du style Mékong filant vers l'Asie du Sud-Est, donc pour une centaine plusieurs centaines de millions d'individus encore, donc constitue un point probablement sous-étudié ou en tout cas peu connu de l'opinion publique internationale, occidentale notamment, mais qui relève évidemment déjà depuis des années de l'urgence, entre guillemets, du traitement équitable. Vous évoquiez aussi tout à l'heure peut-être d'un mot, pour revenir un petit peu sur ce triangle des nations autour de l'Himalaya, lorsque l'Inde et le Pakistan, donc l'été dernier et encore plus récemment, donc se sont affrontés militairement d'une manière transfrontalière dans un cadre assez virulent. Une des conséquences, entre guillemets, que l'Inde a saisi pour sanctionner ces tensions était donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, une mise à l'arrêt temporaire des dispositions du traité sur le partage des eaux de l'Indus, donc entre l'Inde et le Pakistan, entre autres choses, un traité extrêmement favorable au Pakistan, qui a un peu plus de 60 ans cette année. Les conséquences ou les ondes de choc non dites de cet arrêt ont été de laisser entendre à l'Inde que le Pakistan, un allié stratégique tout-temps de la Chine, donc pourrait trouver en Pékin un interlocuteur qui lui aussi, le cas échéant, pourrait utiliser cet argument du partage des eaux, en tout cas de la situation des fleuves internationaux découlant du Tibet, et se déversant, entre guillemets, après en aval vers le sous-continent indien, vers l'Asie du Sud-Est, donc être en position eux aussi de dicter leur poids, leur voix, ou de faire entendre, entre guillemets, leur courroux vis-à-vis de l'Inde si la chose ne venait pas à s'arranger entre l'Inde et le Pakistan. Donc tout cela est extrêmement complexe, mais avec des centaines de millions d'individus, des nations développées, moins développées, des nations ambitieuses, des nations querelleuses et autres, et dans une logique où la communauté internationale, pour ne pas, reste entre guillemets relativement exempte dans ses capacités d'influer sur le cours des choses. Bien sûr. D'autant qu'en plus, enfin, je pense qu'on pourra aussi conclure là-dessus, mais je retiens un peu sur le panorama de la région, c'est que c'est très très volatile et que il y a énormément de tensions qui, en fait, prêtent à être relâchées au moment si une certaine conjoncture en tout cas se met en place, parce que même sur la question de l'implication de la Chine, du point de vue du Pakistan, on n'a pas parlé du Pakistan parce qu'on pourrait aussi faire venir juste sur le Pakistan, mais qui d'ailleurs est toujours rentré dans un conflit sporadique, plus ou moins continu avec l'Afghanistan, donc ça élargit encore le champ de Exact. enfin, la tâche d'huile en fait en quelque sorte. Mais le passif entre le Pakistan et la Chine, on a tendance à faire le lien entre les deux, avec les partenaires stratégiques, voire d'alliés, ce qui méconnaît la Chine, mais lors du conflit de 99, la Chine a complètement lâché le Pakistan parce que finalement ça l'arrangeait tout à fait. Et bien que certes la Chine est en capacité de aller dans le sens du Pakistan si jamais ça servait ses intérêts, mais inversement, je pense qu'on pourrait peut-être conclure là-dessus sur notre un peu prospective. Est-ce que selon vous, il n'existe pas un monde où l'intégration, on va dire, sino-indienne qui existe d'un point de vue économique, c'est très largement favorable à Pékin, mais bon, elle existe, qui existe aussi d'un point de vue diplomatique, puisque bon, la présence dans les BRICS, dans la présence dans l'OCS des deux, Chine et Inde, il s'entend, qui règne quand même une espèce de flou autour de la Russie, à savoir où la Russie sera dans quelques années, est-ce qu'elle sera en capacité de faire, et donc l'intérêt qu'elle aura encore pour la Chine. Bref, est-ce que finalement, il n'existe pas un monde où l'Inde et la Chine pourront être d'accord pour ne pas être d'accord dans la résolution des problèmes qui les opposent, et que si le Pakistan reste dans une situation, continue de s'enfoncer dans une situation, on va dire, bon, chaos, c'est un mot un peu fort, mais pas tant que ça non plus, enfin, en tout cas, d'instabilité chronique, on voit une forme de recul de la Chine, de désengagement de la Chine vis-à-vis du Pakistan. Et donc, une espèce de rebascule, en fait, dans cet équilibre. Parce que je pense qu'il y a un problème aussi, le fait qu'on considère assez peu le sous-continent indien, c'est parce que, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est qu'on a l'impression que c'est figé. Et que, finalement, c'est assez simple à comprendre. On a d'un côté, voilà, Ah, Chine, d'accord. Pakistan, et puis d'un autre côté, l'Inde et le reste, enfin, voilà. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce monde existe, sachant, on va pas revenir dessus, mais effectivement qu'il y a quand même un point, je pense, qui reste difficilement soluble entre la Chine et l'Inde, c'est cette question justement tibétaine et ultimement la question du contrôle des ressources
enfin, de la souveraineté, même symbolique, sur le Tibet, sur ses ressources en eau notamment. Alors, pour conclure et pour essayer de ne pas être totalement sur une note négative, mais j'irai à contre nature si je défendais le contraire, je ne suis pas le seul à considérer qu'il y a un défaut de confiance, un déficit total de confiance entre Chinois et Indiens. Les Chinois ne font donc que très peu d'estime pour les Indiens, sauf lorsqu'ils lorgnent un petit peu sur leur réussite dans certains domaines, et les Indiens font, probablement à raison, aucunement confiance donc, aux autorités chinoises. En revanche, ce n'est pas parce qu'on ne se fait pas confiance qu'on n'est pas capable de temps en temps de mettre sur pause un petit peu la gestion des contentieux, et Dieu sait qu'il y en a quand même un certain nombre, pour dire le moins, entre New Delhi et la Chine, entre New Delhi, pardon, et Pékin. Donc cette mise sur pause temporaire, une fois encore, ça me donne tout à fait l'impression du bouton pause, mais on laisse le fichier en état, il est tout à fait prêt, on peut relancer encore dans la minute si besoin est, sans préavis, sans remords et avec des arrière-pensées de longue date, une grande préméditation, la problématique. Donc je considère probablement que cet intérêt commun a décrispé qu'on mis en place ou qu'on relancé dernièrement, voilà, on va dire depuis un semestre, New Delhi et Pékin est bonne à prendre, qu'elle augure probablement à court terme, possiblement de gains réciproques, probablement en termes de revisite du format des échanges commerciaux dans une configuration aussi internationale délicate avec une Maison Blanche de plus en plus erratique et illisible et avec un faisceau de crises au Moyen-Orient, entre autres choses. Il est probablement dans l'intérêt, je pense, l'initiative semble être donc chinoise, donc si elle est chinoise, elle est probablement calculée mais très intéressée et probablement revisitable, réajustable toutes les 6 semaines. Je ne parierais pas, probablement pourtant, sur une intégration, enfin, coopération, décrispation, coopération sectorielle, mise en sommeil ou relativisation des différends dans un cadre temporaire, c'est probablement tout ce que nous pouvons raisonnablement attendre ou anticiper de cette complexe relation sino-indienne. On prendrait certainement beaucoup de risques à penser que dans le futur, nous aurions donc il y a eu, si vous vous rappelez, donc au début des années 50, donc un adage partagé par l'Inde et par la Chine qui disait Indicini bye bye. Donc les Chinois et les Ouais. Indiens sont frères. Les Chinois et les Indiens ne sont pas frères, ils n'étaient pas par le passé, ils le sont C'est sûr. davantage aujourd'hui. Et au-delà du conjoncturel qui doit servir les intérêts des uns et des autres, probablement du côté indien, une décrispation avec probablement la certitude, c'est déjà beaucoup se dire, bon, les Chinois n'ont pas l'air d'être trop agressifs à notre égard, on peut souffler un petit peu de ce côté-là. Mais de l'autre côté, je pense que les Chinois sont, entre guillemets, dans cette logique un petit peu doivent trouver un intérêt conjoncturel momentané, servant leur intérêt à se montrer d'une manière un peu plus indo-compatible avec le voisin méridional. Mais je n'irai pas jusqu'à miser grand-chose sur une je ne miserais pas grand-chose, entre guillemets, on le sait très fort, ne serait-ce que pour les 3 milliards d'individus que ces deux pays assemblent à elles deux, mais trop en attendre serait bien hardi quand même. Bien sûr, conjoncturel. Donc, de toute façon, c'est vrai que si on s'intéresse, enfin, en regardant un peu la politique indienne, on est sur une période assez intéressante aussi, puisqu'on a Xi Jinping vieilli, Modi vieilli aussi, mais quel que soit le successeur de Xi Jinping, le PCC restera aux commandes. Et Oui, de la même manière pour l'Inde, alors je suis pas autant spécialiste, mais le socle nationaliste hindou, il est tellement ancré maintenant que enfin, ça commence à devenir indépassable. Donc c'est sûr qu'avec une perspective aussi centrée sur la réalité indienne et donc sur le mythe nationaliste hindou, ça risque d'être très compliqué d'avoir quelque chose au-delà du conjoncturel, effectivement. Mais écoutez, très bien. Merci beaucoup pour l'échange, pour la discussion. On a fait pas mal de choses, même si encore c'est parcellaire, hein, mais voilà, on a bien vu que le sujet est extrêmement large, extrêmement vaste. On retient quand même qu'il y a des indicateurs particuliers à suivre qui permettent un peu de voir plus clair dans le chaos ambiant qui est le sous-continent indien au final. Donc, bah, merci beaucoup encore pour l'échange. merci à vous, merci Johan.